Je suis venu vous parler du monde d'après. Je suis venu vous parler de systèmes, de normes, de standards, de choses qui ne sont pas très drôles. Vous vous rappelez au début du confinement, il y a 2 ans, une éternité, ce monde d'après, on en a parlé. On aurait peut-être pu écouter Michel Houellebecq. Vous savez, il avait dit le monde d'après, ne vous précipitez pas, ce sera le monde d'avant en pire. Pourtant, ce monde d'après, on en a rêvé. On y avait d'ailleurs pensé un tout petit peu avant le confinement. Rappelez-vous, 2015, une éternité avant l'éternité. En 2015, les accords de Paris sur le climat, bien sûr. Quelques mois auparavant, à New York, en septembre, nous étions mis d'accord sur les objectifs du développement durable. C'est le PINS que je porte ici, que les Français ne connaissent pas beaucoup, mais qui est une référence mondiale. On s'est mis d'accord en 2015 sur ce monde d'après. On a choisi de vivre ensemble une économie qui soit durable, qui soit inclusive, qui soit résiliente. Tous les États ont souscrit. Tous les États ont souscrit. Nous sommes engagés. Pourtant, on n'y est pas. On le sent bien, on sent ce monde qui craque. On voit la guerre en Ukraine, la crise pandémique. Pour certains, c'est les années 30 avec la montée des fascismes et des autoritarismes. Pour d'autres, c'est les années 70 avec la conjugaison de l'inflation et de la récession, la stagflation. En tout état de cause, ce ne sont pas des références très intéressantes, très agréables, très motivantes. Il est donc bien temps de se poser cette question, de revenir sur ce monde d'après qu'il nous appartient de bâtir, de répondre enfin à ces questions, mais au fond, dans quelle économie voulons-nous vivre? Et une fois qu'on a répondu à cette question, comment voulons-nous la financer? Et finalement, comment voulons-nous vivre ensemble sur cette planète? Alors pour ça, un peu d'histoire s'impose. Je vais vous ramener un siècle en arrière, fin de la Première Guerre mondiale. On ne peut pas imaginer séquence plus épouvantable que celle qui nous amène de 1918 à 1945. La paix est ratée. La grippe espagnole, on avait oublié, ça nous a été rappelé il y a quelques années. Le krach de 1929, on rate absolument tout. L'humanité s'enfonce dans les ténèbres, on finit par une guerre mondiale. En 1944-45, sous égide américaine et de ce côté du rideau de fer, on rebâtit un système organisé. C'est les accords de Bretton Woods, création du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, où j'ai servi, création de l'OTAN, on se rappelle maintenant à quoi ça sert, création des Nations unies, plus tard création de l'Union européenne, enfin, toutes ces institutions qui vivent encore et qui illustrent les 30 glorieuses pour notre pays. Ce système, il est organisé autour des États-Unis, il est organisé autour du dollar, lui-même convertible en or d'un point de vue économique. Ce système, il tient bon, et il est plutôt positif jusqu'à ce qu'il craque. Ce sont les débuts des années 70. 2 dates. 13 septembre 1970, et c'est là qu'on bascule dans le système qui est le nôtre aujourd'hui. Milton Friedman, bientôt prix Nobel d'économie, fait un article retentissant dans le New York Times. Il doit répondre à la question, est-ce que General Motors, à l'époque plus grande entreprise de la planète, et à ce titre extrêmement symbolique, doit accepter dans son tour de table, à son conseil d'administration, 3 représentants du public interest, ce qu'on appellerait les parties prenantes aujourd'hui. Réponse de Friedman, non. Ce serait du socialisme chimiquement pur, et déjà à l'époque, le mot socialiste était un très très gros mot aux États-Unis. Du socialisme chimiquement pur, l'objet social de l'entreprise est d'accroître ses profits. Alors l'article était plus riche que ça, mais on a retenu ça. Quelques mois plus tard, le 15 août 1971, Richard Nixon signe l'acte d'essai des 30 Glorieuses en disant « Le dollar n'est plus convertible en or ». Ce n'est pas tant ça qui est intéressant, c'est le fait qu'on bascule dans un système où maintenant, si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut tant d'euros. Je dis formidable, et 1 euro, ça vaut combien? Ça vaut tant de dollars. Et puis ça change tous les jours. C'est ce qu'on a appelé, pardonnez-moi d'être un peu simpliste pour les experts ici, le mark-to-market. Nous sommes entrés dans un système où on pense marché. C'est le marché qui donne la valeur. Ce système, il a trouvé son éclosion politique avec les élections de Reagan et Thatcher à la fin des années 70, le consensus de Washington, le modèle néolibéral, la révolution conservatrice. Tout ça nous amène à 1989, la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire, croyons-nous, à l'époque. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Le modèle a eu ses vertus, phase de croissance très forte, on a tiré une partie du monde de la pauvreté, notamment en Chine. Mais ce modèle se heurte en 2007-2008 à une grave crise financière, qui n'est pas complètement un accident. Cette crise financière, c'est d'abord une crise de l'innovation, d'une finance qui est un peu sortie de sa bouteille et qui innove pour le plaisir d'innover, une finance qui a perdu un peu le sens de son métier, de son utilité. C'est une crise de la régulation, ça n'est pas un accident. Le modèle tel qu'il s'est imposé dans les années 70 et 80, c'est un modèle de régulation légère, ce que les anglo-saxons appellent le light touch regulation. Le marché se régule tout seul. C'est bien ça le fondement de notre réflexion. Et c'est aussi une crise de la mondialisation. D'un côté, vous avez une mondialisation financière et technologique qui va très vite, sans frein, et de l'autre, une mondialisation juridique et éthique qui avance à petits pas. Ce système se déchire
en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre de l'époque dit « La mondialisation a vécu. Avant, Lehman était une entreprise mondiale. Le jour où elle fait faillite, elle redevient américaine. » Pressentiment intéressant quand on voit le contexte d'aujourd'hui. On a un sursaut en 2015, je l'ai dit en introduction. On se met quand même d'accord sur cette feuille de route pour réparer. On n'a pas touché aux fondamentaux financiers, mais on s'est dit, allez, on va imaginer un monde plus durable, plus inclusif, plus résilient. La faiblesse du raisonnement à l'époque, et j'en ai fait partie, et j'y ai cru, c'est qu'on ne s'est pas posé la question du comment. On ne s'est pas posé la question du combien ça coûte d'éradiquer la pauvreté, combien ça coûte de donner accès à l'eau à tout le monde, combien ça coûte la santé pour tout le monde, combien ça coûte la révolution climatique. On a fait des chiffrages macro, on ne s'est pas posé la question de savoir si notre système allait naturellement nous entraîner dans la bonne direction. On a pensé que le bon vieux modèle friedmanien, la main invisible, puisque l'objectif était bon, puisque Barack Obama et Xi Jinping s'étaient serré la main, tout ça allait nous entraîner dans la bonne direction. Où en sommes-nous ? Évidemment, ça n'a pas marché. On arrive aujourd'hui, crise pandémique, crise sanitaire, crise sécuritaire ou géopolitique, après une crise financière, crise environnementale qui n'est pas finie, crise sociale dont on voit bien autour de nous qu'elle est là. Ces crises, elles sont présentes. Ces crises, d'une certaine manière, elles montrent en creux qu'on n'a pas traité, après la crise financière, les lignes de faille du modèle dans lequel on existe aujourd'hui. Ces crises, elles nous obligent à nous poser ces questions. Et elles sont préoccupantes, en particulier pour nous, occidentaux. Petite référence littéraire, si vous me l'autorisez, mais Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d'Adrien, imagine le vieil empereur Adrien méditant sur la chute de Rome. Adrien se dit « Je sais qu'elle va venir, je sais que la chute de Rome va venir. Comment puis-je la retarder ? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas ?» De respecter de loin et de servir d'en bas. C'est dans ce contexte que ces crises se passent. C'est dans ce contexte qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qui a été posé en 2015. Donc nous sommes à ce moment un peu compliqué de notre histoire collective où les tensions s'accumulent, accélération des inégalités, accélération du numérique, accélération de tous les côtés, et ce modèle qui craque et qui n'est pas à la hauteur des attentes qu'on a posées il y a maintenant 7 ans. On se rend compte pourtant qu'il faut changer, que les changements sont globalement irréversibles, mais qu'ils sont coûteux, beaucoup plus que ce qu'on croyait. On pensait qu'en changeant 1 ou 2% par an pendant 30 ans, on allait se réveiller et que finalement tout irait bien. Non, ça va être compliqué, ça va être coûteux. On se rend compte que finalement, pour parler franglais, il faut toucher à notre operating system. Il faut abandonner l'idée que le profit est une fin en soi, que l'objet social de l'entreprise, c'est le profit. Non, le profit n'est pas une fin en soi. Le profit est un moyen en vue d'une fin. Permettez-moi de citer un professeur d'Oxford, Colin Mayer, qui a cette très belle formule. L'objet social de l'entreprise n'est pas d'accroître son profit. L'objet social de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables pour résoudre les problèmes de cette planète et de ses habitants. Car pour l'instant, il n'y a pas d'autre planète, et ses habitants, c'est nous tous. Il n'y en a pas d'autres. C'est bien ça, redonner du sens au profit. Alors évidemment, je ne veux pas dire qu'il ne s'est rien passé depuis 6 ans. On a inventé une magnifique, comme disent les anglo-saxons, alphabet soup, une soupe d'acronymes. On parle d'investissement socialement responsable, ISR, de pratiques ESG, environnemental, social et gouvernance. On parle de IFRS, ISSB, International Sustainability Standard Board, etc. Vous entendez tout ça. Donc il se passe des choses. Je ne vais pas dire qu'il ne se passe rien. Mais on voit bien qu'on est encore au bord, qu'on est encore dans le déclaratif, dans l'aspirationnel, dans ce qu'on appelle les meilleurs efforts. On se dit, ben oui, je vais faire un peu, combien ça va me coûter, jusqu'où je vais aller. Et on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. On se rend bien compte que ce n'est pas exactement le sujet, qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on a posé sur la table il y a quelques années, que ce monde d'après, on ne le fera pas en tâtonnant, on ne le fera pas à peu près. Et c'est très difficile et c'est très douloureux, et en plus, il y a la guerre qui vient perturber tout ça. Le Covid nous a montré ce que ça coûtait de baisser les émissions de carbone, d'arrêter l'économie complètement en 2020. La crise avec l'Ukraine nous montre bien la question de l'énergie aujourd'hui. On voit bien que c'est difficile de se passer de gaz. Donc on voit bien, on est face à nos contradictions. Celles-ci se cristallisent autour de nous. Donc on est dans ce moment très délicat où on sent bien qu'il faut aller plus loin, que c'est difficile, que c'est coûteux, qu'on ne sait pas bien faire. On se retrouve dans un certain brouillard où finalement, on ne sait pas où on va aller. Et souvent, ce que j'entends, c'est que dans le brouillard, on se replie sur son jardin, son entreprise, son village, sa famille, sa paroisse, en disant « Écoutez, tout ça me dépasse, le climat, les réfugiés, le risque cyber, j'y comprends rien. Au moins, chez moi, je peux faire ce que j'aime. » Ce que j'appelle aux États-Unis « retourner dans l'Ohio ». Own house in order.
contrairement à la California, CA, Collective Action, action collective. Eh bien oui, c'est le Brexit, c'est America First, c'est exactement tout ça qui était en germe avant le Covid, en germe avant la guerre, et qui est renforcé. Donc aujourd'hui, on est où dans le brouillard? Il y a 3 attitudes. Vous êtes dans une voiture dans le brouillard, vous faites marche avant, marche arrière ou point mort. Le point mort, c'est le statu quo. C'est un peu la tentation naturelle. Bon, non, il ne se passe rien, j'arrête et j'attends que le brouillard se dissipe. Ça, c'est très dangereux. La marche arrière, c'est la régression. C'est dire, bon, de toute façon, on a bien vu, je vous avais bien dit, toutes ces histoires de climat, hein, il faut remettre les centrales à charbon en action, remettre du gaz, tout ça, on y va. Non, évidemment, ce n'est pas ce que je vais vous recommander. Il faut passer en marche avant. Il faut retrouver son bon sens, il faut retrouver sa boussole. Alors c'est compliqué parce qu'on voit bien, on n'a pas besoin de réinventer la poudre, on a la feuille de route, elle a été adoptée en 2015, on l'a choisie en 2015 cette feuille de route. Comment est-ce qu'on reva de l'avant dans un monde où il n'y a pas de maître du monde? En 1970, les États-Unis avaient un magistère intellectuel avec les anglo-saxons. En 1945, pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas de magistère américain, il n'y a pas de magistère européen, il n'y a pas de magistère chinois, ils sont même en concurrence. Et c'est une concurrence qui est compliquée parce que ce n'est pas une concurrence sur des sujets techniques. On n'est pas en train de se diviser sur des normes comptables pour savoir s'il vaut mieux compter comme ci ou comme ça. On parle de valeurs. Qui va déterminer les valeurs de notre économie? Est-ce que ça va être décidé par les Chinois, par BlackRock, par le Parlement européen ou par le Parlement français? Et je vais être très concret. Ce n'est pas une vision de l'esprit. Parlons de diversité. Aux États-Unis, la diversité ethnique, c'est d'abord et avant tout la diversité ethnique. Et vous savez comme moi qu'en France, on ne peut pas recenser la diversité ethnique. Ça veut dire que ce n'est pas un débat qu'il faut avoir par ailleurs. Mais est-ce que ce débat il doit être tranché parce qu'on aura une mauvaise note de la part de BlackRock ou Bloomberg, ou est-ce qu'il doit être tranché au Parlement? On parle bien de valeurs, on ne parle pas de technique. Et des exemples comme ça, on peut les lister les uns derrière les autres. Donc c'est un sujet qui est très compliqué, sujet de concurrence. Et je crois que l'Europe, elle a un rôle particulier, parce que l'Europe, elle est plus avancée sur ces questions de développement durable, elle est plus avancée sur ces questions d'économie résiliente, elle est plus avancée sur ces questions d'inclusion. C'est important pour nous qu'on ne nous impose pas de l'extérieur un monde dont on ne veut pas, mais c'est important aussi pour toute une partie du monde qui n'est pas partie dans ces débats. Je parle du monde émergent et en développement. On ne peut pas être inclusif juste chez nous. On ne peut pas être inclusif entre bobos. On ne peut pas dire, vu de Chantilly ou vu de Paris, voilà comment on voit la planète. Et si vous m'aimez, vous venez avec moi. Si vous ne m'aimez pas, c'est tant pis pour vous. Il faut qu'on soit capable de tendre la main à ces pays émergents en développement, à les intégrer dans cette discussion, à comprendre d'où ils partent. Et c'est compliqué dans un monde où on est sur notre jardin. Et le jardin de l'autre à l'autre bout de la planète, on n'en veut pas. On pense aux réfugiés, à l'immigrant, etc. Ça ne nous intéresse pas. Non, il faut qu'on ait cette capacité à monter et à inventer ce monde d'après ensemble. Ne devenons pas les bobos de la planète. C'est très important. Alors, comment est-ce qu'on se projette dans ce monde d'après? Je n'ai pas le mode d'emploi. Alors que la mondialisation et la gouvernance mondiale sont plutôt en train de se désagréger, je pense qu'une partie de la réponse, elle est dans nos mains. Ici, dans cette salle et un peu partout. La gouvernance mondiale se désagrège. Imaginez le G20, qui était à peu près ce qui marchait le moins mal. Impossible d'imaginer un G20 cette année avec la Chine, la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Ça ne marchera pas. La COP, ça va être très compliqué. COP en Égypte avec la famine autour de la COP et savoir qui va participer sans les Russes, sans les Chinois. Est-ce qu'on va vraiment parler de l'avenir du climat? Difficile. Donc on sent bien que tout ça nous échappe un peu. Ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il n'y aura pas d'avenir de la planète si on ne s'occupe pas du jardin, mais il n'y aura pas d'avenir pour notre jardin si on ne s'occupe pas de la planète. Et c'est là qu'on a, en tant que consommateur, en tant qu'investisseur, en tant que talent dans les entreprises, une capacité à faire entendre notre voix. Ne regrettons pas de ne pas l'avoir fait dans 20 ans. Alors si je peux conclure en partageant avec vous les 12 points qui me paraissent éclairer notre démarche dans ce brouillard que j'ai un peu décrit. Ce brouillard où on se dit, mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que finalement la finance ne nous a pas encore une fois embobiné en nous racontant qu'elle devenait durable et verte, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement? Ce changement, il sera réel si on le pousse. 12 principes, si vous voulez, pour garder à l'esprit comment on peut encore créer ce monde d'après. Premier principe, et c'est contraire à toutes les traditions françaises, il n'y aura pas de grand soir. On aime bien, moi j'ai été français dans les organisations internationales, on aime bien les Français, ils adorent les révolutions, alors ils coupent les têtes, ils font table rase, ils prennent la Bastille, ils abolissent les privilèges, ils pensent que c'est réglé. Non, ces sujets-là prennent du temps. Il faut être ambitieux, parce que c'est bien d'un changement de système qu'il s'agit, mais il faut être modeste, ça prend du temps. Faire ça étape par étape. Point numéro 1. Deuxième point, il faut être systémique. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre par petits bouts. On va faire un petit bout de climat, un petit bout de nature, un petit bout de social, etc. Non, je pense qu'il faut vraiment prendre l'operating system. Il faut rentrer dans le dur, travailler nos normes comptables, nos modes de gouvernance, les obligations fiduciaires des gens qui gèrent votre argent, les modes de rémunération,
transformer finalement ce système de mark-to-market en mark-to-planet, renforcer, rechanger tout ce système de normes, de standards. Pas par petits bouts, mais tout ensemble. Troisièmement, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'économie de marché, c'est l'optimisation. Arrêtons d'optimiser à tout prix, optimisons au mieux et en incorporant l'idée de résilience, de capacité à faire face aux chocs. C'est très important. Quatrièmement, il faut apprendre à travailler public et privé ensemble. Chacun dans son silo, ça ne marchera pas. Aucun des 17 objectifs de développement durable, pas plus que le climat, ne seront des problèmes qui seront résolus par le seul gouvernement ou par les seules entreprises. Reagan disait « le gouvernement n'est pas la solution, c'est le problème », c'était idiot. Pendant le Covid, on a dit exactement le contraire, c'était idiot aussi. Réapprenons à travailler ensemble, c'est important. La technologie est quelque chose, est aussi, c'est comme la finance, est une force extrêmement à la fois séduisante et anxiogène. On voit bien d'énergie qu'il y a derrière la technologie, énergie qu'il y a derrière la finance. Il faut que cette technologie qui est en train de transformer nos économies, on la mette au service de ce modèle. C'est important de garder ça à l'esprit. Il faut garder aussi l'idée qu'on a bien la finance au service de l'économie et l'économie au service de l'homme, pas l'inverse. Ce n'est pas l'homme au service de l'économie et l'économie au service de la finance. Reparler de fraternité, c'est important. Se rappeler qu'il n'y aura pas de valeur, sans mauvais jeu de mots, sans intégrité. Anecdote, Paul Volcker, qui avait combattu l'inflation, avait dit en 2000 à une conférence à laquelle je participais, « Je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous les financiers, vous êtes les plus diplômés, vous êtes les mieux payés de la planète, ne me faites pas croire en plus que vous ne savez pas ce que vous faites. » Donc ouvrons les yeux, soyons intègres, ne faisons pas semblant de ne pas savoir ce qu'on fait. Très important. Neuvièmement, mur défensif. C'est la tentation. Je viens des États-Unis, on ne va pas faire des murs. Il faut qu'on embrasse, qu'on soit inclusif. C'est le message que je passais tout à l'heure. On ne va pas se sauver tout seul dans notre jardin. Ça n'existe pas. Il faut aussi qu'on réfléchisse à notre système, à la mesure du système. Là aussi, c'est une question importante. Nous sommes dans les normes IFRS, pardon d'être compliqué. On parle de PNB, il faut réviser nos instruments de mesure. Passer d'un modèle où on mesure la croissance à un modèle où on mesure le développement. Il faut se rappeler que le développement durable, c'est, comme on disait pudiquement, laisser les toilettes dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Le développement durable, c'est pas laisser à nos enfants un passif environnemental, un passif financier, un passif social. Il est temps qu'on rééquilibre le bilan et qu'on permette à nos enfants, à leur tour, de faire les choix que nous n'avons pas forcément su faire. Et dernièrement, évidemment, on ne changera pas le monde si on ne se change pas soi-même. Tolstoï l'a dit infiniment mieux que moi. Tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Le pouvoir, il est dans nos mains. Et pour finir, peut-être une citation de Jean Giraudoux en 5 secondes. « Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, 1936, à méditer. Ulysse dit à Homère, le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent voir les catastrophes depuis leur terrasse. Nous sommes sur la terrasse, faisons en sorte qu'il n'y ait pas catastrophe et que si on a une, on descende et qu'on la traite. » Merci beaucoup.